Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et c'est un essentiel un peu particulier ce matin que je vous propose sur RCJ en raison bien sûr de la situation en Israël, 4 jours après les attaques terroristes qui ont frappé et ensanglanté le pays alors que la population se prépare à la guerre. J'ai le plaisir de recevoir Nathalie Saint-Cric. Bonjour. Bonjour Laurence. Et merci d'être avec nous en cette période si difficile. Journaliste, éditorialiste politique sur France Télévisions, également romancière. Dans un instant, nous allons parler de votre nouveau livre passionnant aux allures de polar, L'ombre d'un traître, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Dans la seconde partie de cette émission, à 11h30, c'est Sandrine Seban qui prendra le relais à ce micro pour un retour sur la grande manifestation qui s'est tenue hier soir à Paris en soutien à Israël. Des artistes, des politiques, des représentants des cultes, des amis d'Israël avaient répondu présents à l'appel des principales organisations de la communauté juive. Nathalie Saint-Cric, vous étiez hier soir, place du Trocadéro à Paris. C'était une évidence pour vous, une nécessité d'y participer? Ça l'a toujours été, ça l'a été familialement, si je puis dire, puisqu'à l'époque, et Dieu merci, on commence à avoir un certain recul là-dessus, c'est-à-dire que ce soit mes grands-parents, que ce soit mes parents, que ce soit ma génération, celle de mon mari, celle de mes enfants, parce que j'étais en compagnie de mon fils et de ma belle-fille, quand il y a une atteinte, mais c'est même pas aux Juifs, c'est même pas à Israël, c'est quand il y a une atteinte juste aux humains et à ce qu'on considère être l'humanité. On est là, c'est pas une émission, c'était pas une manif, ça n'aurait pas dû être une manif pour les Juifs pour défendre Israël. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre, moi que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'en gros il y a un fil direct. Quand les gens disent c'est le 11 septembre, c'est le Bataclan, c'est-à-dire que quand on attaque des jeunes dans une rave party ou dans quoi que ce soit, quand on attaque des kibbutz où il y a des enfants, quand on prend des grands-mères, quand on déshabille des femmes, quand on les bat et qu'on crie Allah Akbar et qu'on est financé par l'Iran notamment, ce sont les mêmes qui se sont pris à nous, qui s'en prendront à nous de nouveau si on fait rien. Donc c'est une évidence. C'est pas, vous voyez, c'est un truc qui me semble être coulé de source. Quelle a été votre réaction samedi matin lorsque vous avez appris et découvert, comme nous tous, avec moi, stupeur? Si vous voulez, j'ai vécu toute ma... je suis allée en Israël, évidemment, très très souvent. J'étais en poste là-bas au moment de la première guerre du Golfe. Et moi, j'ai vécu dans l'idée... J'ai été élevée avec Red sur NTB, qu'il y avait une espèce de magie des Israéliens de toujours être capable. Je me souviens quand j'étais toute petite, quand mes grands-parents écoutaient les résultats au moment de la guerre de Kippour et tout, j'ai toujours cru à une forme de suprématie. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait ces mecs qui arrivent? L'image du Zodiac, notamment, arrivant par l'eau, l'image des drones arrivant dans le ciel. Comment c'est possible que... Mais je ne mets pas en cause les services secrets particulièrement ou de sécurité israéliens. Je mets aussi les nôtres, les Américains, les Marocains, les Égyptiens. Alors, je me suis dit, mon Dieu, il est en train, encore une fois... Ça m'a rappelé, alors là, je veux dire, j'étais vraiment gamine, le massacre qu'il y a eu à l'aéroport de Lod. Si vous voulez, en voyant les corps des enfants, je me suis dit, mais ça ne se terminera jamais. Il faut peut-être maintenant qu'on fasse quelque chose. Et tout de suite, je me suis dit, mais on ne peut rien... Nous, en dehors de lutter, d'essayer de lutter et d'être absolument intraitable avec le terrorisme sur notre pays, et pas que le terrorisme, c'est-à-dire ne céder en rien sur la laïcité, ne céder en rien sur un certain nombre de choses, ne pas se ramollir en considérant que chacun a le droit d'être ce qu'il veut et qu'on s'en fout parce que c'est pas vrai. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas débarquer là-bas, on peut pas... Et c'était à la fois frustrant, rageant et... Tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir et prier le ciel. Moi, je suis non-croyante, mais espérer que ça... gagner, quoi. Gagner contre les barbares, c'est tout. Et je rajoute par là même, avant même que vous me posiez la question, j'étais relativement... je ne m'y attendais aux réactions de la classe politique, certains de la classe politique française. On va y venir. Je n'ai pas été spécialement surprise. Il y a une cohérence dans un certain nombre de choses que je trouve assez incorrectes. Margot Siffer le rappelait dans son flash, il y a des Français parmi les victimes, il y a des Français parmi les otages. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis la position qui est la vôtre, d'observatrice
de la politique et de la société française, que l'opinion française va être davantage concernée, sensible par ce qui se passe à Israël à cause de ça. Il y a aussi des otages américains, il y a aussi des victimes allemandes. Le monde entier, quelque part, est concerné. Vous avez le sentiment par ce qui se passe en Israël? Je suis en contradiction sur un point, c'est que j'ai toujours détesté, quelles que soient les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient terroristes, la distinction entre la nationalité des morts. Genre, il y a un séisme, il y a 2000 morts, dont 2 Français. Le Quai d'Orsay vient de donner un nouveau bilan. Mais a priori, je suis hostile à cette espèce de dispatching qui est de savoir s'il y a des Français ou non. Bon. Et d'un autre côté, je me dis peut-être que ça rend, non pas banal, non pas normal, mais ça montre que ça peut toucher tout le monde à tout moment, si vous voulez. Et que peut-être dans ce cas-là, ça a une forme... Ça explique aux gens que ce qui touche Israël peut toucher toute autre personne. Mais quand on voit les images, je me dis, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a des Français pour être touchés, quoi. Enfin, quand on voit les pick-up qui arrivent, les civils qui sont traînés, enfin, ce sont des civils. Les gens disent, la guerre du Kippour, ça avait été... Mais c'était une guerre, la guerre du Kippour. C'était une guerre, c'était pas des civils. C'est radicalement différent. Là, c'est juste un massacre. Vous évoquiez... votre famille, votre grand-père, Jean Meunier, était journaliste, grand résistant, député, maire de la ville de Tours, plusieurs fois ministre. Il a été nommé juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nathalie Saint-Trix, c'est cette histoire aussi qu'on entend à travers vos mots. L'héritage de votre histoire familiale. Oui, puis c'est un héritage qui n'a pas été discuté, si vous voulez, parce que j'avais, de l'autre côté, j'avais des grands-parents, et ma grand-mère aurait très bien pu être juste elle aussi. Hein. On le donne aux hommes, mais parce qu'elle en a fait autant que lui. Elle a prévenu tous les gens qui... Enfin, ma grand-mère était résistante aussi. Et puis de l'autre côté, du côté de mon père, ils étaient aussi résistants. Donc j'ai eu de la chance de ne pas avoir des familles divisées, ou des gens qui se battent parce qu'ils avaient un comportement qui était pas exactement... le mieux. Après, mes parents étaient pareils, mon frère est pareil. Quand je dis pareil, c'est qu'on a été élevés là-dedans. Mon grand-père est allé au procès à Eichmann, mon grand-père connaissait Ben Gourion. Enfin, vous voyez, on a été baignés dans Israël. J'y suis allé la première fois de ma vie avec ma grand-mère. Je suis retournée avec mes parents. Je suis retournée avec mon frère. Je suis retournée avec mes enfants. Donc, on est proches, mais proches sans être béats d'admiration. C'est-à-dire quand il y a des choses que je trouve... très dangereuse pour Israël, enfin on s'en fout de ce que je pense d'ailleurs, mais quand j'entends hier quelqu'un me dire, de toute façon, il faut tout occuper, quand personne ne parle plus d'un éventuel 2 États, alors je connais pas assez le dossier, mais je pense qu'il faut jamais se résigner à faire... à la guerre, et je suis pas bélante en disant la paix c'est bien, ah bah la guerre, mais quand j'entends en plus, je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes d'abord qui étaient en vacances ou en repos parce qu'il y avait eu une pression de certains religieux pour que ce repos soit bien et qu'il y avait finalement un pourcentage assez infime des militaires israéliens qui étaient en poste. Quand j'entends qu'ils étaient beaucoup déplacés vers la Cisjordanie parce qu'il y avait des tensions avec les colons qui étaient attaqués, je me dis que c'est peut-être... Mais une fois encore, je n'ai pas de leçon à donner à Israël. Mais tout ça pour vous dire que je suis, mais pas ami d'Israël spécialement. Si, j'y suis spécialement à cause de la guerre de 40, à cause de la Shoah. Je pense qu'on a une dette pour toujours. Ça, c'est clair. Mais ça ne m'empêche pas de m'interroger certaines fois sur les gouvernements qu'il peut y avoir. Et je considère d'une certaine manière que depuis Rabin, c'est un peu désespérant. Voilà. Un mot sur le traitement médiatique de cette guerre en Israël. Dans notre pays, on a quand même le sentiment, pour l'instant, en tout cas, qu'il y a une forme de consensus. Le Hamas terroriste est l'agresseur, Israël est la victime. Mais lorsque la riposte militaire israélienne va démarrer, alors là, qu'en sera-t-il de l'opinion publique et qu'en sera-t-il de la manière dont les médias vont traiter le conflit? Alors, c'est effectivement très compliqué parce que moi, autant j'ai eu l'impression, quand j'ai commencé à travailler, que Israël maîtrisait bien sa communication.
autant j'ai l'impression qu'ils ont considéré que vis-à-vis de certains nombres de pays, notamment les pays européens, ils avaient perdu la bataille de la communication et qu'ils ne pouvaient pas livrer des batailles sur tous les fronts. C'est-à-dire que le front qui était essentiel et important, c'était celui de se battre et pas forcément de communiquer. Alors après, vous allez avoir, comme on a d'habitude, et c'est vraiment pour ça qu'il faut faire une sorte d'éducation à l'image. Moi, je me souviens d'images dans Paris Match où on voyait... Parce que c'est une guerre des images qui se joue également. Mais vous savez, c'est simple, même moi, je me mets pas au-dessus des gens, mais si vous voyez un brancard avec... moi, je me souviens d'une image notamment, avec un bébé, on voyait les couches, on remarquait les petits ours qu'il y a sur les couches palestiniens. Les gens se disent « Ah là là, c'est horrible, ils tuent des enfants. » Bon, très bien. Il faut toujours dire derrière qu'on met les enfants à des endroits où ils sont susceptibles d'être atteints. C'est-à-dire que vous pouvez dire aussi qu'il y a eu des femmes qui étaient faussement enceintes qui sont arrivées pour se faire sauter avec une ceinture d'explosifs. Vous pouvez toujours dire que les ambulances du Croissant Rouge sont utilisées pour non pas ce qu'elles devraient faire et tout. C'est vrai qu'il y a une puissance. Et ce qui m'impressionne, c'est que j'ai l'impression que le Hamas est devenu bon en communication. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu, enfin, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais le début du Hamas, où quand je disais, je fais un reportage sur le Hamas à ma rédaction il y a 30 ans, ou il y a je sais pas combien de temps, on me disait, c'est le Hamas, c'est quoi? Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, et c'est ça qui m'a glacé, si vous voulez, c'est l'espèce de coordination, les drones, cette espèce de commando super organisé, et je me dis qu'on va avoir la vague de communication, et les réseaux sociaux étant absolument diaboliques pour ça, sachant qu'on ne peut pas identifier les photos, enfin on peut, mais qu'il faudrait le faire vraiment, et ne pas se laisser manipuler, parce qu'on sait très bien que une photo, même si il n'y a aucune précision sur rien, est quelque chose qui touche le cœur et non pas le cerveau, et qu'on peut très bien faire passer ce qu'on veut, puis que, surtout, ça va tellement vite l'actualité, c'est que là, il y a l'émotion sur Israël, et puis dans 3 jours, s'il y a effectivement des bombardements, il y en a, et de toute façon, il y en aura, il y a toujours des victimes collatérales, il y aura des erreurs des Israéliens, parce qu'il y a toujours des erreurs dans les guerres. Pendant la guerre de 40, il y a eu des Américains qui ont tué des Français au débarquement, enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si cette fois-ci on a une déferlante d'images, l'opinion risque de se retourner encore et c'est ça qui est effrayant, d'où la nécessité de bien expliquer, d'avoir des mots clairs et des expressions claires, c'est-à-dire que terroriste, il y a une définition du terrorisme, il y a une définition des crimes de guerre, il y a une définition de la résistance, il y a une décision, faut pas tout, si vous voulez, faut pas tout mélanger. Et là, je crains que quelquefois, il y ait des commentateurs ou des politiques qui sortent un petit peu de leur... Mais justement, rapidement, est-ce que ce sont des sujets, cette responsabilité des médias, qui sont débattus au sein des rédactions? Oui. Par exemple, la France Télévisions, qui est votre maison. On commence à avoir un certain recul, même malheureusement par rapport à un certain nombre de conflits, à propos des otages. Faut-il montrer, quand il y a eu toute la vague les vagues d'attentats, ce qu'il faut montrer, ce qu'il ne faut pas montrer. On s'était posé le problème au moment du 11 septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on ne voyait aucun corps. C'est une guerre où il n'y avait pas de corps, alors qu'on savait qu'il y avait des centaines et des centaines de victimes. On se demande le dosage qui est de montrer la réalité, pour que les gens qui regardent aient une prise de conscience, mais de ne pas en montrer trop pour pas être... Et puis ça peut être humiliant pour la victime. C'est le discours officiel de l'État d'Israël. Floutons toute personne qui est otage, toute personne qui est traînée sur la rue. On encourage, en l'occurrence, les visages de ces enfants israéliens kidnappés. Absolument, parce que c'est indigne. Et de toute façon, il y a une convention là-dessus, qui est toute personne qui est montrée à l'antenne contre son gré ou forcée, on ne doit pas le montrer. Et effectivement, il y a une vraie prise de conscience. Parce que, malheureusement, on est confronté assez régulièrement à ce genre de choses. Donc, toujours, je ne sais pas si vous faites attention, mais en regardant bien, image fournie par, image venant d'eux, voilà, il faut sourcer, parce que vous savez très bien qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez pour tourner ou pour filmer, vous pouvez avoir 2 versions de l'histoire qui ne sont pas les mêmes. Vous pouvez, si vous enlevez le son ou si vous baissez le son, vous entendez moins de Allah Akbar. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai entendu, moi. Donc, il faut faire attention. Enfin, c'est pas faut faire attention, il faut faire son boulot, quoi.
Voilà. Un dernier mot sur la situation en Israël et en France, avant d'en venir tout de même à votre roman qui était l'objet initial de votre venue sur RCJ, Nathalie Saint-Tric. Vous suivez très attentivement depuis très longtemps la vie politique. La France insoumise est à peu près le seul parti politique à soutenir le Hamas au nom de la résistance palestinienne. Dans votre roman, il est beaucoup question de l'histoire de cette résistance sous l'occupation. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce détournement sémantique dont la France insoumise est coutumière? Si vous voulez, c'est pas hasard. Tout ça est extrêmement calculé, tout ça est pesé au mot près. De même il me semblait intolérable, après un certain nombre de manifestations récentes, d'entendre on a été gazé, parce que recevoir une grenade lacrymogène, si vous voulez, ça pique les yeux, ça fait du mal, mais être gazé, pour moi, c'est une référence directe aux chambres à gaz. Donc si on commence à mélanger le vocabulaire et dire tout et n'importe quoi, ça va quand même devenir problématique. Et puis surtout, c'est un manque de respect pour les gens qui ont vraiment subi ça. De même que la résistance, c'est quelque chose. Un combattant, c'est quelque chose. Un terroriste, ça, c'est quelque chose. Mais vous savez, la France insoumise, moi, c'est pas un mystère pour personne. Je me suis fait encore allumer hier par Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai eu le malheur de dire que l'attitude de certains, dont par exemple à Louis Boyard, c'est de dire les Israéliens l'ont bien cherché. D'abord, je pense que c'est absolument irresponsable, que c'est mélanger le sens des mots. Et hier, Manuel Bompard, Thomas Soto a essayé de lui faire dire le mot. Alors, il a dit crime de guerre, très bien. Le mot terroriste, non. Il n'a pas voulu. Donc, c'est une stratégie à laquelle il se cramponne, qui est en partie parce que, pour capter par clientélisme, pour avoir le vote banlieue. De toute façon, ça a été expliqué par Mélenchon. Donc, si vous voulez, ils adoptent cette stratégie. Après, le problème, c'est jusqu'à quand les socialistes et les Verts, dits respectant un certain nombre de valeurs, la laïcité, l'humanité, vont supporter d'être associés dans des accords électoraux alors qu'ils ne sont d'accord sur rien, ni sur la politique étrangère, ni sur l'OTAN, ni sur l'Europe, ni sur rien, ni sur le voile. Enfin, comment peut-on continuer comme ça? C'est notamment le problème qu'a posé Gage, Jérôme Gage dès le début, qui lui est à la fois NUPS et socialiste, mais qui a quand même le courage de dire, ou Jadot, ou Manuel Valls, mais lui il n'est plus dans le PS, et d'ailleurs Olivier Faure n'a pas été très bien reçu hier dans la manif. Non, mais il était là pourtant, il a eu des mots clairs. Mais bien sûr, il est clair, mais si on fréquente, on a beau être clair, on peut pas... Je dis pas que la fille est infréquentable, je dis juste qu'ils ne sont pas d'accord. Si on veut prendre le pouvoir, on prend le pouvoir avec des gens avec qui on peut avoir des divergences mineures ou des divergences sur lesquelles on négocie, mais on négocie pas avec la vie des gens. Quand des gens sont des terroristes, on le dit. On dit pas que ce sont des résistants ou des militants. On va maintenant... Mais je vous en prie, c'était passionnant de vous entendre là-dessus, mais je voudrais quand même qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de votre livre. Nous allons donc nous plonger dans une autre histoire, celle de la France de 1960, lorsque 15 héros de la résistance font leur entrée dans la crypte du Mont Valérien. Nathalie Saint-Tric, vous publiez donc en ce début octobre ce deuxième roman, L'ombre d'un traître. C'est presque un polar. Est-ce que vous aviez ceci en tête lorsque vous en avez commencé l'écriture? Oui, parce que d'abord, comme j'ai l'habitude à la télé de me dire qu'il faut que je parle au plus grand nombre, nombreux. Donc je voulais pas faire quelque chose qui inquiète les lecteurs. C'est en se disant, oh là là, ça va être compliqué, il va falloir avoir plein de références historiques, on va pas s'en sortir. Puis le but, quand on écrit un livre, c'est d'être lu. Donc éventuellement d'être pas une tannée pour le lecteur. C'est-à-dire que certains, comme Proust parlait des plaisirs difficiles, mais je veux pas que ce soit un plaisir difficile, je veux que ce soit un plaisir facile. Donc, je me suis dit que la façon de raconter ça, au lieu de faire un livre d'histoire, et ensuite, j'ai pas toutes les qualités pour ça, ni fait les études qui conviennent, c'est de raconter une histoire totalement vraie, sur laquelle je suis tombée par le plus grand des hasards, mais de le raconter avec des personnages
qui enquêtent, qui s'engueulent, qui sont ensemble, qui fouinent, qui cherchent. Donc, il y a un grand résistant, il y a un jeune journaliste orphelin, il y a sa copine qui travaille au ministère des Anciens Combattants, il y a un patron de bar communiste, il y a même un chat qui parle. Et tout ça, c'est une façon de raconter l'histoire. Puis j'ai essayé de faire des chapitres de 400 pages, avec un peu de rebondissement à la fin, du genre pour quand on arrive à la fin, c'est un truc... On a envie de connaître la suite. Mais c'est mon fils, j'ai un fils Raphaël qui est scénariste, et c'est lui il a le sens vous voyez, de la série. C'est-à-dire ça se coupe juste au moment où on va savoir si la bombe va sauter ou non. Donc j'ai essayé de le construire comme ça. Alors, on est en 1960, au début du roman. Le 18 juin, le général de Gaulle, qui est de retour au pouvoir, inaugure le monument du Mont Valérien en mémoire de la France combattante. 15 résistants y sont enterrés et parmi eux, un possible imposteur. Vous l'avez dit, c'est une histoire vraie. Comment l'avez-vous découverte ? Alors, j'ai découvert parce que je faisais une émission sur France 2 à l'occasion de l'entrée au Mont Valérien d'Hubert Germain, qui est donc le dernier compagnon de la Libération, qui est mort à 101 ans, je ne sais plus si c'est 101 ou 102. Et une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que le général de Gaulle avait souhaité que ce soit le dernier à rentrer au Mont Valérien, le dernier compagnon de la Libération. Il y en a plus, ils sont tous morts maintenant. Et Hubert Germain était le dernier. Puis, je suis avec une historienne, et je lui dis, mais c'est quoi les critères quand même 15 ? Sachant que la guerre de 40 est plus compliquée que la guerre de 14, puisqu'il y avait des résistants, il y avait des militaires, il y avait des coloniaux, enfin chacun. Il y a plusieurs formes de France combattante à cette époque. Et elle me dit, il y a eu un tirage au sort fait par Henri Freinet. Elle me dit, mais tu sais, on rentre au Mont Valérien, mais on en sort. Et là, je commençais à me demander ce qui se passait. Je n'ai pas pu comprendre comment on pouvait en sortir. Alors, je savais qu'au Panthéon, par exemple, on changeait. Il y a des gens qui sont sortis du Panthéon. Marat, par exemple, on a considéré que c'était un tortionnaire révolutionnaire. Donc, Marat, il a fait une entrée express au Panthéon. Mais là, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui a bugué. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que la personne en question qu'on avait mis au Mont Valérien était plus compliquée que ça. Et qu'en fait, il avait balancé... Enfin, c'est les bruits qui couraient. Son réseau, peut-être. Peut-être il avait été assez complaisant avec les Allemands quand il était arrêté. Et donc, c'est l'enquête de ce journaliste pour essayer de savoir s'il a été victime d'une erreur, d'un principe de précaution quand on l'a sorti du Mont Valérien, ou si, au contraire, on s'est profondément trompé. Et tout ça, en soi, l'histoire n'est pas dramatique d'avoir mis quelqu'un qui n'est pas le bon et de l'avoir sorti, mais il y a une puissance symbolique quand même quand on voit toute la France qui défile, les Invalides, l'Arc de Triomphe, jusqu'au Mont Valérien. 2 jours de cérémonie absolument. Le général de Gaulle qui parle à l'Arc de Triomphe et qui a à côté un cercueil qui au début est plein du traître, si je puis m'exprimer ainsi, et qui à la fin sera sorti en 4e vitesse la veille de l'inauguration, c'est-à-dire le 18 juin. Ce qui veut dire que de Gaulle s'incline donc devant un cercueil vide parmi les cases. Alors, ce qui est passionnant également dans ce roman, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, en particulier celle de la guerre et de l'après-guerre, c'est que on comprend bien et vous nous racontez bien comment les blessures de la guerre ne sont pas encore refermées à 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le général de Gaulle, depuis 1945, il veut pacifier le pays, il veut réconcilier les Français, mettre en avant l'image d'un peuple qui a résisté à l'occupant. C'est comme ça qu'il faut comprendre que ce mystère du caveau numéro 4 du Mont Valérien est pris des allures de secret d'État. Oui, je pense que... Enfin, c'est parce que j'en ai parlé aussi avec mes parents, mon grand-père, mon frère, qui est passionné d'histoire de cette période. Je pense qu'il y avait une nécessité pour De Gaulle de faire croire aux Français qu'ils avaient été résistants et que tout le monde s'était très bien conduit. Parce que, si vous voulez, en 1945... je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de régler des comptes tout de suite. Et puis, il y en avait suffisamment qui se chargeaient de le faire. Et ce n'étaient pas forcément les plus résistants qui géraient le tribunal local pour savoir qui s'était conduit correctement ou non. Mais ce que je trouve un peu... Alors, je ne connais pas suffisamment l'époque. C'est qu'on nous a raconté on a quand même voulu... La notion de roman national, c'est raconter ce qui nous arrange, de manière à faire croire que le peuple français a été... Et alors, c'est quelque chose qui se discute. Vous voyez, Simone Veil, par exemple, considérait qu'on avait été un peuple plutôt qui s'était mieux tenu que les autres vis-à-vis des Juifs, qu'on a été moins vichysois qu'on le disait. Et puis d'autres, comme Paxton, mais vous voyez, Paxton, c'est 1970. On a vécu pendant 25 ans
en croyant que finalement la France avait eu un comportement. La thèse qui est remise au goût du jour de Pétain, bouclier, enfin le bouclier sauveur des Juifs, que Éric Zemmour ose encore proférer, alors qu'on sait très bien, avec les travaux de Laurent Joly par exemple, ce qui s'est passé précisément au moment de la rafle du Veldiv, en fonction du zèle plus ou moins grand des commissaires d'arrondissement. Bon, donc là, si vous voulez, je pense que cette histoire est passée sous les radars volontairement, parce que ça aurait fait désordre de dire, tiens, bah, vous voyez, c'est compliqué, hein. Même les résistants, ils se trompent, et ça aurait relativisé l'absence d'engagement de certains Français, ou le fait simplement que certains ont été dans des zones grises. Et une fois de plus, je ne donne pas de leçons, mais mon héros, pour lequel j'ai retrouvé des tonnes d'archives... Désiré Février. Et... quelqu'un qui, alors il enquête sur ses propres ascendances, donc il y a un roman, il y a une histoire dans l'histoire, mais c'est aussi pour remettre les choses un petit peu d'équerre, c'est-à-dire le service du travail obligatoire quand on devait aller travailler en Allemagne, c'est pas être déporté à Ravensbrück, vous voyez, c'est déporté du travail, c'est pas pareil. Donc tout n'est pas dans tout. Je ne critique pas et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et en fait, je voulais répondre à la question que tout le monde se pose. C'est qu'est-ce que j'aurais fait ? Et que se pose votre héros d'ailleurs ? Et que se pose, parce que tout le monde se pose cette question, ou se l'est posée à un moment donné. Personne ne peut répondre, personne ne peut savoir comment on réagit à la torture. Je précise que mon héros, a priori, a été tabassé un peu, mais jamais torturé. Et que dans ce monument du Mont-Valérien figure Renée Lévy, qui était la petite fille du grand rabbin. Donc, une fois de plus, les Juifs n'étaient pas que des victimes, ils étaient aussi engagés. C'est le travail qu'a fait Serge Klarsfeld après, aux côtés de Robert Badinter, pour montrer que cette espèce de perception des pauvres victimes, qui en a eu plus d'une centaine au Mont-Valérien, dans la clairière du Mont-Valérien. Donc, je continue sur Renée Lévy. Renée Lévy a été tuée et respectée par les Allemands, et qu'il y en a qui se sont suicidés pour ne pas être risqués de parler, comme beaucoup de résistants, et qu'on ne peut pas traiter ceux qui ont fait ça de la même façon que ceux qui ont donné leur réseau. Sans juger, simplement, il y en a qui méritent véritablement, je crois, d'être honorés, et d'autres, mais c'est pas moi qui décerne les palmes, mais la bouillie, vous voyez, le tout est dans tout, on était malgré nous, c'est la même chose que si on était résistants, on était un peu, et les collaborateurs de 44, les résistants de 45 et demi, vous voyez, c'est juste que les choses soient remises en ordre. Merci infiniment Nathalie Saint-Cric. L'ombre d'un traître, c'est un roman, c'est un polar, c'est plein d'humour également et sur fond de vérité historique et ça parle de sujets qui sont tellement d'actualité encore aujourd'hui en 2023. Merci infiniment. Merci c'est beaucoup. Publié aux éditions de l'Observatoire, je ne sais pas si je l'ai dit. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur RCJ en cette période un peu compliquée. Totalement normale. Pour nous tous, restez avec nous sur RCJ, cet essentiel continue. Juste après une pause musicale en compagnie de Sandrine Seban, elle reviendra sur la grande manifestation de soutien à Israël qui s'est tenue hier soir à Paris, mais aussi dans plusieurs autres grandes villes de France. À tout de suite sur RCJ. השמש לה כדבש וחלב, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, היא לנו אם ואב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ, 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 ים אל מול החוף, ופרחים
ארץ, ארץ,